Je profite juste parce que je vois qu'on a déposé des livres, donc nos livres, les livres les livres de l'ensemble du panel. Et je dois rappeler que tu as publié également des romans, donc 3 romans, je crois que c'est 3 ou 4, 3 romans avant cet essai-là. Alors ça me pousse à t'interroger aussi sur ta propre pratique d'écrivain et ton rapport à la fiction et à l'imaginaire, toujours à travers ces stratégies linguistiques. Moi, mon travail, il est ailleurs. C'est-à-dire que moi, mon travail, il essaie de comprendre comment, d'un point de vue social, et plus spécifiquement d'un point de vue politique, la langue est un outil. Et dans les parcours ou dans ce qu'on a pu entendre ici, je crois qu'il y a quelque chose qui est important à rappeler aussi, c'est que si la langue est la langue française en l'occurrence, ou la langue anglaise, ou la langue espagnole, ou d'autres langues sont des outils à portée de main de l'écrivain, ce n'est pas le cas pour tous les écrivains. Je reviens de Tanger, il n'y a pas très longtemps, où j'avais présenté mon dernier essai à la librairie des Colonnes. C'était très, très réussi et très agréable. Donc voilà, je pense que la relation avec le Maroc va continuer de manière très, très simple et évidente. Si simplement ramener ce que Kautar disait au sujet de la marginalité des écrivains qui sont dans cet espace, qui, ne l'oublions pas, là on essaye de célébrer cet espace de mouvement entre les cultures, mais depuis le 11 septembre, le décret de Samuel Huntington qui nous a dit qu'il y a un clash entre Orient et Occident est tombé comme une espèce de chape de plomb qui nous disait qu'effectivement c'est un espace vide que nous essayons de cartographier. Mon livre a vu le jour au Maroc avant de voir le jour où que ce soit ailleurs. Et je suis très heureuse de pouvoir le présenter ici à Paris à travers cet événement unique qui est la présence du Maroc comme pays invité au Salon du Livre de Paris. Le livre en lui-même est le récit d'une histoire qui se passe entre New York et le désert marocain et qui se veut un peu la cartographie de l'espace entre Orient et Occident dans un monde post-11 septembre. Mais c'est aussi un livre profond sur l'identité, sur notre identité en mouvement, qui est cette identité marocaine qui est à la croisée des cultures, des langages, des langues et géographiquement aussi, et qui voudrait dire que peut-être notre expérience marocaine nous permet d'ajouter et d'amener au dialogue entre les cultures quelque chose de particulièrement unique. Mon premier roman qui vient de paraître aux éditions Présence africaine à Paris, qui s'intitule Un roman étranger. Donc c'est l'histoire d'un narrateur exilé étranger qui cherche à renouveler son titre de séjour et à écrire son premier roman. Donc c'est un roman autour des thématiques de l'exil, de l'identité et de l'écriture, avec cette réflexion justement par rapport à la capacité de l'écriture à transcender la question identitaire et à emmener son auteur vers d'autres cieux, d'autres espaces. Est-ce qu'ils allaient vers le Maroc, Nice? Oui, alors justement, au vu de ce que tu viens d'avancer, Mohamed, il y a la question qui se pose et qui revient d'une manière insistante. Est-ce que la Méditerranée n'est pas... il n'y a pas un risque de disparition de la Méditerranée au vu de cette déferlante religieuse et puis aussi au vu des problèmes économiques qui sont véhiculés justement par la rive sud. Parce qu'il y a l'idée que
la Méditerranée est en train de disparaître. Est-ce que cette idée a une valeur scientifique ou est-ce que c'est uniquement un effet de médias? Il y a plusieurs dimensions à ta question. D'abord, la Méditerranée n'a pas toujours existé au niveau de l'histoire longue de la Terre. La Méditerranée a une date de naissance. Au moment où il y a eu, à cause des déplacements des continents, une fracture au niveau de Gibraltar et qu'il y a eu, avec le différentiel de niveau, un basculement de l'Atlantique vers la Méditerranée. C'est un événement exceptionnel. Donc, d'abord pour des écrivains, c'est une chance inouïe de voir de se produire devant un public savant, un public plutôt plus ou moins connaisseur donc en France, dans un pavillon qui est dédié à la création marocaine. Je pense que c'est un fait exceptionnel. Bon, bien sûr, il y a des actualités qui ont fait que le Maroc émerge. Il y a un prix Goncourt au niveau littérature. Il y a une production, que ce soit en arabe ou en français, qui commence à être de qualité, notamment en sciences sociales et en sciences humaines. Donc ça montre un certain dynamisme. Donc, et une sorte de forme de reconnaissance par la profession, donc des éditeurs et des écrivains de talents naissants, et d'une double culture assumée, essentiellement, parce que c'est ça le symbole, c'est double culture, à la fois linguistique ou même double culture tout court, qui est assumée par les Marocains sans trop de problèmes. Donc, le Maroc assume sa judéité, assume son arabité, assume sa amazirité, sa francité. Et donc, ça donne des écrivains ouverts sur l'universel. Et l'identité n'est plus meurtrière, elle est rouverte. Il faut remercier les organisateurs puisqu'ils ont prévu plusieurs moments qu'ils ont intitulé Tandem franco-marocain, avec l'idée de faire échanger, discuter chaque fois un Marocain et un Français, ou une Marocaine et une Française, sur un sujet commun, pour essayer de voir un peu d'éclairer la même problématique, disons, de l'Hexagone et du Royaume. J'ai aujourd'hui le plaisir de commencer cette série de discussions avec un ami très très proche, avec lequel, et c'est, je ne crois pas Michel dévoiler un secret très très intime, avec lequel on a été très proches en matière de droits de l'homme, mais en même temps avec ici en France, et puis depuis une douzaine d'années depuis que je suis rentré au Maroc, des itinéraires communs et un peu parallèles. C'est un moment où je me demandais qu'est-ce que parlait un absent, qu'est-ce que cela veut dire, si ce n'est tenter, et encore vainement, de donner corps et sens à cette absence. Mais finalement, ce que j'ai choisi d'un point de vue stratégique, c'est que devenir absent soi-même, c'est-à-dire étreindre cette absence, et devenir aussi bien Driss Shraibi que moi-même, qui suis censé dialoguer avec lui, nous deux, désormais, nous sommes des absents. Quand on a quitté le Maroc, j'avais 8 ans. C'était en 67. Un jour, mon père, il a dit je pars en France chercher du travail. Quand j'ai trouvé du travail, vous arrivez. La raison, je veux que mes enfants fassent des études et tout ça. C'était ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. Et pendant 20 ans, il me dit que le Maroc, c'était la première merveille du monde. J'ai été éduqué dans le fait que le Maroc, ses collègues, la vie, les autres, étaient voilà, le summum du bonheur qu'il avait vécu.